La visière de ton casque est propre. Trop propre. Tu viens de l'essuyer, encore, parce que quelque chose colle. Une poussière noire, comme du poivre mouillé, qui s'accroche au joint, qui revient toujours. Tu n'es pas sur Terre. Ici, si tu enlèves le gant ne serait-ce qu'une seconde, ta peau ne brûle pas comme dans un film. Elle boursoufle, puis elle se déchire de l'intérieur, comme si ton propre sang voulait s'échapper. Et l'odeur imaginaire que ton cerveau invente quand il panique, te fait grimacer. Métal chaud. Viande trop près d'une flamme. Tu comprends immédiatement. Oui, tu as trouvé ce que tu cherchais. Les endroits les plus dangereux du système solaire. Ce n'était pas une promesse marketing. C'était une liste de lieux où l'univers te déteste personnellement. Sauf que le pire, c'est que tu as accepté de venir quand même. Parce qu'on t'a dit, tu seras témoin de choses qu'aucun humain ne devrait voir. Et au fond de toi, quelque chose a répondu, je veux savoir. Alors écoute bien, pas comme on écoute une leçon. Comme on écoute une confession dans le noir, quand quelqu'un te décrit une porte qu'il a ouverte, et qu'il regrette depuis. On part d'ici, de la zone sûre, de la bulle confortable où l'air ne t'assassine pas. Mais même la sécurité, dans l'espace, n'est qu'un malentendu temporaire. Sur Terre, tu peux faire une erreur, et ton corps te laisse parfois une seconde chance. Ici, la moindre négligence est un contrat. Tu signes, et le vide exécute. Imagine une carte du système solaire. Pas une carte d'école, avec des planètes mignonnes en couleur pastel. Une carte de piège, de brûlure, de pression, de radiation, de froid qui te casse comme du verre. Et le twist, c'est que la plupart de ces dangers sont invisibles. Pas de crocs, pas de griffes, juste des lois physiques, patientes et impitoyables, qui attendent que tu sois assez arrogant pour croire que tu contrôles quelque chose. Tu t'attends peut-être à ce qu'on commence par le soleil? Logique. L'étoile, le feu, l'apocalypse. Mais le système solaire est plus pervers que ça. Il ne te tue pas toujours avec un grand spectacle. Parfois, il te tue avec un détail. Une différence de température. Une molécule de plus. Une seconde de trop. On va donc faire ce que font les histoires qui veulent survivre. Commencer près de la sortie, là où tu penses encore pouvoir revenir. La première destination ressemble à une blague cosmique. Une planète qui vit juste à côté du Soleil, mais qui n'a pas d'atmosphère pour répartir la chaleur. Comme si quelqu'un avait construit un four sans ventilation, puis avait décidé d'y laisser une pierre tourner sur elle-même. Mercure. Dis-toi ceci. Sur Mercure, la journée est un supplice lent. La nuit est une punition. Et l'intervalle entre les deux, c'est une trahison. Tu descends. Le paysage n'a rien de beau. Pas au sens terrestre. C'est une étendue grise, criblée de cratères, comme une peau malade. Le sol n'est pas du sable. C'est une poussière cassante, tranchante, chargée électriquement. Elle s'accroche, elle s'insinue. Elle ne tombe pas comme de la terre. Elle flotte un peu, elle hésite, elle se comporte comme si elle te détestait. Tu poses le pied, et immédiatement, ton système de régulation thermique hurle, parce que la face éclairée de Mercure atteint des températures capables de faire souffrir le métal. Tu ne transpires pas ici, tu cuis. Ton ombre n'est pas un refuge, c'est un mensonge. Le soleil est si proche que la lumière rebondit sur le sol, sur les roches, sur tout, et revient te frapper comme un marteau invisible. Et puis tu te dis, d'accord, je vais aller du côté nuit. Là au moins, ça sera supportable. C'est là que Mercure te montre sa véritable cruauté. Sans atmosphère, la chaleur ne se conserve pas. Elle s'échappe, elle disparaît. La nuit n'est pas une fraîcheur agréable. C'est une tombe de froid, une chute brutale. Comme si quelqu'un avait coupé le courant de l'univers. Les matériaux se contractent, les surfaces craquent. Les roches se fendent avec des micro-explosions. Et si tu colles ton casque contre une paroi, tu pourrais presque croire entendre la planète gémir. Tu es coincé entre deux extrêmes, le jour, l'incendie, la nuit, la congélation. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est le Soleil lui-même. Parce que sur Mercure, il n'est plus seulement un disque lumineux, il est une présence. Tu le sens dans les systèmes, tu le vois dans les chiffres. Le vent solaire, ces particules chargées éjectées en permanence, n'est plus une météo spatiale. C'est une grêle de projectiles minuscules qui frappent ta combinaison, martèlent ta visière, perturbent tes capteurs. Tu as déjà vu des images d'aurore sur Terre. Ce rideau vert, presque romantique. Ici, il n'y a pas de romantisme. Mercure possède un champ magnétique faible,
juste assez pour jouer avec les particules et créer des fantômes, des lueurs infimes près de l'horizon, des scintillements qui ne réchauffent rien, qui ne protègent rien, mais qui te rappellent que l'espace te traverse comme si tu n'étais qu'une idée. Et tu sais ce qui est le plus dérangeant? Sur Mercure, il existe des endroits où la lumière du soleil n'entre jamais, des cratères polaires, des gouffres d'ombre éternels. Tu t'en approches, prudemment, parce que la frontière entre éclairé et non éclairé est presque une lame. Dans ces poches de nuit permanentes, il fait si froid que des choses improbables peuvent survivre. Pas la vie, pas la chaleur, mais de la glace. Oui, de la glace. Sur la planète la plus proche du Soleil, c'est une contradiction si belle qu'elle ressemble à une farce. Et pourtant, elle existe. Des dépôts gelés, piégés dans les ombres, comme si Mercure cachait une réserve de souvenirs terrestres. Dans un tiroir fermé à clé, tu tends la main, tu imagines un instant stupide, ouvrir ton casque, lécher ce givre, sentir un goût familier. Et cette pensée te dégoûte, parce qu'ici, même l'eau est une chose suspecte. Elle n'est pas un symbole de vie, elle est un piège chimique, un mirage congelé entre des roches bombardées par le soleil depuis des milliards d'années. C'est là que la première vraie peur s'installe. Pas la peur de mourir, la peur d'être tenté. Le système solaire n'est pas seulement dangereux, il est trompeur. Et ça, c'est seulement Mercure. Le premier arrêt. Tu remontes, tu t'éloignes, tu regardes la planète rapetissée, cette boule grise qui alterne entre four et congélateur, et tu te dis « Bon, d'accord, voilà un monde hostile. Mais au moins, c'est simple, c'est brutal, je comprends? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend ensuite. Parce que le deuxième endroit sur notre trajet est souvent décrit comme la jumelle de la Terre. Même taille approximative, même composition rocheuse. Un cousin, une sœur. Et c'est la sœur qui t'accueille avec un sourire, avant de te noyer dans l'acide. Vénus. De loin, elle est magnifique. Une perle pâle, lisse, enveloppée d'un voile blanc, elle ressemble à une planète douce, comme si elle portait une robe de nuages. C'est là que beaucoup de gens se font avoir. On associe les nuages à la pluie, à la fraîcheur, à quelque chose de respirable. Approche, et tu comprends que ce voile n'est pas une couverture. C'est un sac. Vénus possède une atmosphère si dense que tu pourrais presque la considérer comme un océan d'air. Sauf que cet air n'a rien d'un air. C'est une masse écrasante, lourde, qui appuie sur tout. La pression au sol est si énorme que si tu fais une erreur de conception, la planète ne te casse pas. Elle te compresse. Elle te transforme en objet plat. Pas en 2 secondes. En un instant mécanique. Sans drame. Juste une force qui fait son travail. Et la température au sol n'est pas chaude. Elle est obscène. C'est la chaleur d'un four industriel. Une chaleur qui rend inutiles les idées humaines de refroidissement. Tu peux isoler, blinder, doubler les parois, mais Vénus est patiente. Elle chauffe tout. Elle s'infiltre, elle attend que tes matériaux fatiguent, que les joints lâchent, que la moindre microfissure devienne une confession. Tu descends dans les couches supérieures, et là, twist, il y a un endroit, dans le ciel de Vénus, où les conditions de pression et de température pourraient sembler presque confortables, presque terrestres. Une zone où, si tu ne regardes pas les détails, tu pourrais croire à un refuge. Sauf que les détails sur Vénus sont des lames. Ces nuages qui semblent si doux sont chargés d'acide, pas une petite acidité piquante, de l'acide capable d'attaquer, de ronger, de grignoter les surfaces. Tes instruments doivent être protégés comme si tu les plongeais dans une bouche géante, une bouche chimique, qui salive. Et pendant que tu flottes là, dans ce faux confort, Vénus te montre une autre horreur. Sa météo n'a rien d'humaine. Les vents, en altitude, filent à des vitesses absurdes, comme si la planète faisait tourner son atmosphère indépendamment de son corps. Comme un manteau qui fouette l'air avec une colère froide, tu observes les tourbillons et tu réalises que Vénus n'est pas seulement hostile. Elle est instable dans un sens psychologique. Comme une personne qui sourit en serrant trop fort, plus bas, c'est pire. Plus bas, tu entres dans la zone où tout devient brun, où la lumière du soleil se transforme en une lueur sale, filtrée, comme à travers une vitre graisseuse. Ta visibilité chute. Ton cerveau cherche un horizon. Il n'en trouve pas. C'est étouffant, et tu n'as même pas besoin d'enlever ton casque pour te sentir asphyxié. Et soudain, un éclair. Tu te figes, parce que ton réflexe terrestre te dit « orage ».
Pluie. Danger électrique. Mais sur Vénus, l'orage n'est pas un spectacle familier. C'est une énigme. Des éclairs ont été suspectés, débattus, recherchés, et l'idée même d'un éclair dans cet enfer chimique a quelque chose de profondément inquiétant. Comme si la planète, déjà trop chaude, déjà trop dense, décidait en plus de claquer des fouets lumineux dans son propre visage. Tu descends encore. Le sol de Vénus est un cimetière de machines. Pas au sens où tu verrais des épaves partout, non? Mais parce que l'histoire de l'exploration a laissé là-bas des objets qui ont tenu quelques minutes, parfois un peu plus, avant que l'environnement ne les transforme en silence. Le paysage, lui, ressemble à un monde qui a fondu puis s'est figé, des plaines volcaniques, des pierres qui paraissent luisantes, comme si elles avaient été cuites, et l'air, si on peut appeler ça air, est si lourd qu'il porte le son différemment. Il avale les vibrations, il donne l'impression d'être dans une cathédrale où le Dieu serait la pression. Et voilà le moment où ton esprit se met à raconter des histoires, parce que Vénus a quelque chose d'infiniment frustrant. Elle aurait pu être un paradis. Sa taille, sa position, sa nature rocheuse, tout crie « terre alternative ». Et pourtant, elle est devenue l'exemple parfait de la catastrophe climatique. Une planète qui a pris une direction, puis a accéléré, puis a fermé la porte derrière elle. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est un avertissement. Et ça rend la planète plus répugnante encore, d'une certaine manière, parce que tu ne peux pas t'empêcher de projeter. Et si on ressemblait à ça un jour? La pensée te donne un petit goût de rouille dans la bouche, un goût de panique. Tu remontes, tu fuis ce sol étouffant, et alors, pendant que Vénus redevient une perle blanche derrière toi, tu crois respirer. Erreur. La troisième menace n'est pas une planète, ce n'est pas un sol, ce n'est même pas un lieu au sens humain. C'est un territoire invisible, une frontière mouvante, un piège tendu entre les mondes. Et c'est là que notre histoire prend un virage. Parce que jusqu'ici, tu pouvais te dire « Ok, j'évite la surface, j'évite la nuit, j'évite la pression. » Mais comment éviter quelque chose que tu ne vois pas et qui traverse la matière? Tu regardes devant toi, l'espace semble vide. Ton corps se détend un peu, et c'est exactement ce que le système solaire attend. Car au moment où tu quittes l'orbite de Vénus, tu traverses une zone où les particules, les champs, les rayonnements commencent à devenir la vraie géographie. Une géographie qui ne se dessine pas avec des montagnes, mais avec des doses, des impacts, des charges électriques, des tempêtes silencieuses. Tu sens un premier pic dans les instruments, une alarme basse, presque polie, puis une seconde, plus insistante, puis une troisième, qui ressemble à un cri. Et à cet instant précis, tu comprends la règle qui va gouverner tout le reste. Plus tu avances, moins les dangers ont besoin d'être spectaculaires pour être mortels. Tu fixes l'obscurité devant toi comme on fixe une mer noire. Et tu te dis, d'accord, je suis prêt. Non, tu ne l'es pas. Tu avances dans le noir comme on avance dans un couloir d'hôpital après minuit. Tout est silencieux, et pourtant, tu sens qu'il y a quelque chose derrière chaque porte. Sauf qu'ici, les portes ne sont pas en bois. Elles sont faites de champs magnétiques, de particules chargées, de pièges invisibles. La première fois que ton détecteur de radiation s'emballe, ton cerveau cherche une cause compréhensible. Une explosion, une étoile qui flambe, un événement clair. Mais non. Ce qui te frappe, c'est un phénomène banal à l'échelle cosmique. Des particules accélérées, piégées, guidées par des lignes de force, comme des billes dans un rail. Et quand ces billes traversent ton blindage, elles ne font pas mal tout de suite. Elles écrivent. Elles réécrivent. Elles modifient des choses minuscules dans ton corps, dans ton matériel, dans tes circuits, comme si quelqu'un corrigeait ton existence au stylo. Tu traverses une frontière sans panneau, et l'espace devient soudain épais. Pas épais comme l'air, épais comme une menace. Les instruments te parlent en chiffres secs, mais ton instinct, lui, traduit. Ici, tu n'es pas protégé. Sur Terre, ton champ magnétique est un bouclier, un parapluie gigantesque qui te laisse oublier la pluie de l'espace. Ici, tu comprends ce que ça veut dire d'être sans parapluie. Tu comprends aussi une vérité dégoûtante. Le vide n'est pas un vide, c'est une autoroute. Et sur cette autoroute, il circule des choses qui passent à travers toi comme à travers un fantôme. Tu pourrais croire que c'est déjà le lieu dangereux, mais non. Ce n'est qu'un avant-goût, une bande-annonce. L'endroit où l'on va,
l'endroit qui commence à tirer l'histoire vers le troisième acte de ta peur. C'est une planète si massive que elle ressemble à un dieu ancien. Une planète qui ne se contente pas d'exister, elle gouverne. Jupiter. De loin, elle est hypnotique. Un œil géant de nuages, des bandes colorées comme des cicatrices. Tu la vois grossir et tu sens une sensation primitive. Admiration. Puis, très vite, malaise. Parce que plus elle grandit, plus tu réalises que ce n'est pas un monde comme les autres. C'est une machine. Le premier piège de Jupiter, c'est qu'elle attire tout. Pas seulement avec sa gravité, avec son influence, sa présence courbe les trajectoires, déforme les plans, décide de ce qui reste dans le système solaire et de ce qui en est expulsé. Tu t'approches, et tu as la sensation de t'approcher d'un animal énorme qui n'a pas besoin de bouger pour te tuer. Il lui suffit d'être là. Ensuite vient le deuxième piège. Autour de Jupiter, l'espace n'est plus un espace, c'est un champ de bataille. Elle possède une magnétosphère gigantesque. Et ce mot, magnétosphère, paraît académique. Jusqu'à ce que tu le vives. Ce n'est pas une bulle tranquille, c'est une prison à particules. Un piège où des électrons et des ions sont accélérés à des énergies monstrueuses. Un endroit où les radiations ne sont pas un danger possible. Elles sont la météo. Elles sont le climat. Elles sont le sol invisible sur lequel tout repose. Ton blindage commence à faire ce que font les blindages quand on leur demande l'impossible. Il chauffe. Il grésille parfois dans les micros, un bruit d'électricité sèche, et tu sais ce que ça signifie, ce bruit que tu n'aurais jamais dû entendre? Ça signifie que quelque chose est en train d'arracher des charges, d'exciter des molécules, de frapper ta coque comme une pluie de projectiles qui ne laissent pas de trous visibles, mais qui fatiguent la matière à l'intérieur. Là, tu as un premier twist. Tu te rends compte que le danger n'est pas être touché. Le danger, c'est être touché longtemps. Un endroit comme celui-ci ne te tue pas forcément instantanément, il te fait perdre des capacités. Il rend les erreurs plus probables. Il transforme ta mission en roulette russe lente, et pendant que tu luttes avec les chiffres, Jupiter te propose son plus grand tour de magie. L'illusion du calme. Tu regardes ces nuages, ces tempêtes, sa grande tache comme une cicatrice antique, et tu oublies presque que tu es en train de traverser un broyeur invisible. C'est ça, l'horreur. La beauté qui te distrait pendant que tu te fais attaquer. Mais on ne va pas s'arrêter à orbiter Jupiter. Ce serait trop simple. On va atterrir là où le danger devient intime. Parmi ces lunes, il y en a une qui n'a pas l'air d'un monde. Elle a l'air d'une plaie. Yo, tu t'approches, et tu vois d'abord des couleurs. Du jaune, de l'orange, du rouge sombre. C'est presque joli, comme une peinture abstraite. Et puis ton cerveau comprend ce que tes yeux voient. Du soufre, des dépôts, des panaches. Des volcans. Io est le genre d'endroit qui t'apprend à détester la géologie. Parce que sur Terre, un volcan est une exception, un événement. Sur Io, c'est un mode de vie. La surface est si active qu'elle se refait sans cesse. Des lacs de lave, des geysers de matière expulsée, des panaches qui montent si haut qu'ils dessinent des arcs dans le vide. Tu crois voir de la fumée, mais il n'y a pas d'air. Tout se passe comme si la Lune saignait directement dans l'espace. Le sol ici n'est pas stable, il n'a pas de promesse. Tu poses une sonde, et tu sais qu'un jour proche, un dépôt la recouvrira, une coulée la mangera, un événement la rendra muette. Io ne conserve pas. Io è fâché. Et le plus terrifiant, c'est que cette violence vient de Jupiter. La planète tire sur Io, la malaxe avec la gravité, la tord comme on tord un chiffon. Cette friction interne chauffe l'intérieur de la Lune et le transforme en chaudière. C'est une torture gravitationnelle, un supplice régulier, inévitable. Io ne choisit pas d'être volcanique. Elle est forcée. Tu réalises alors une idée très froide. Dans le système solaire, certains mondes sont dangereux, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont coincés dans une relation toxique avec un géant, et ça te donne une sensation presque humaine, presque écœurante, comme si tu regardais une mécanique de domination. Mais à l'échelle cosmique, et pourtant, Io n'est pas encore le pic de notre tension. Io est le moment où tu comprends que le danger peut être spectaculaire. Le prochain, lui, est le moment où tu comprends que le danger peut être silencieux. Tu quittes Io, et tu vises une autre lune, plus pâle, plus propre, presque élégante. Un monde de glace, lisse, strié de fissures comme des veines. Europe. De loin, elle ressemble à une promesse. De l'eau, peut-être un océan sous la glace, une sorte de refuge potentiel. Et ton esprit, fatigué par Io, a envie d'y croire.
Il a envie de croire qu'il existe là une douceur. Mais Europe est le genre d'endroit qui te fait honte de ton optimisme. D'abord, parce que tu es toujours dans l'enfer radiatif de Jupiter. La surface d'Europe est bombardée, les particules frappent la glace, la modifient chimiquement. Elles créent des composés étranges, des oxydants, des substances qui, au lieu d'être pures, sont agressives. C'est comme si le monde blanc était recouvert d'une fine couche d'hostilité invisible. Une neige qui n'est pas une neige. Une poudre qui n'est pas un symbole d'innocence, mais un produit de laboratoire à ciel ouvert. Ensuite, parce que la glace d'Europe n'est pas un sol, c'est un couvercle. Un couvercle tendu sur un abîme. Tu survoles les crevasses, les fractures longues comme des continents. Elles ressemblent à des cicatrices sur une peau. Et tu te rends compte que si tu tombes, ce n'est pas une chute dans un trou. C'est une chute dans une faille qui peut se refermer, se déplacer, te coincer. La glace ici travaille. Elle bouge. Elle respire lentement. Et là arrive le twist qui te serre la gorge. Le vrai danger d'Europe n'est pas seulement à la surface. Il est dans l'idée. Parce que si un océan se cache en dessous, si de l'eau liquide existe sous cette croûte, alors tout ce qui tombe dans une fissure peut descendre. Tout ce qui est contaminant, tout ce qui est erreur humaine, tout ce qui est débris, peut devenir une injection dans un monde fermé. Europe te force à faire face à une horreur morale. Tu n'es pas seulement en danger. Tu peux être le danger. Tu peux être la chose étrangère qui entre là où elle ne devrait pas entrer. Et au même moment, ton système détecte un phénomène qui te met mal à l'aise parce qu'il n'a pas d'équivalent sur Terre. Des jets, des panaches possibles, des projections de matière, comme si l'océan parfois exhalait vers l'espace. Imagine, une bouche sous la glace qui s'ouvre et crache. Tu restes à distance. Parce que si tu passes dans un panache, tu es littéralement en train de traverser une substance venue d'un océan caché, une substance qui pourrait contenir des sels, des molécules complexes, ou juste des particules assez rapides pour sabler ton véhicule. Et tu comprends, même l'espoir ici a des dents. Tu recules, tu prends de la hauteur, tu te dis « Ok, Jupiter et ses lunes, c'est un royaume de radiation et de violence gravitationnelle. Mais on peut partir, on peut fuir. Sauf que le système solaire, quand tu fuis un danger, te fait souvent entrer dans un autre, tu mets le cap vers un endroit qui, dans l'imaginaire populaire, est beau, un lieu qui fait rêver. Des anneaux, des arcs lumineux, une planète qui ressemble à une image de livre. Saturne. Et oui, Saturne est magnifique, c'est presque injuste. Tu vois les anneaux comme une lame de lumière. Tu vois des divisions, des bandes, des ombres projetées sur la planète comme des griffures d'encre. Mais les anneaux, si tu les regardes comme un touriste, sont un mensonge. De près, ils ne sont pas un ruban. Ils sont une autoroute de débris, des milliards de morceaux de glace, de roches, de poussière, qui orbitent à des vitesses inimaginables. Certains sont minuscules, d'autres plus gros, et le problème, ce n'est pas heurter un gros rocher comme dans un film. Le vrai problème, c'est l'essaim, c'est la mitraille. Un grain de quelques millimètres, à ces vitesses, est une balle. Un caillou de quelques centimètres est une grenade. Un bloc plus gros est une exécution. Tu t'approches et tu as cette sensation qui ne ressemble à rien d'autre. La beauté devient un champ de tir. La lumière des anneaux est une lumière réfléchie par une armée de projectiles. Chaque scintillement est un objet, chaque objet est une menace potentielle. Et tu sais ce qui rend ça encore plus dérangeant? Le silence. Il n'y a pas de bruit d'impact dans l'espace, pas de sifflement. Tu pourrais te faire perforer sans entendre quoi que ce soit, juste un changement dans la pression, une alarme, puis un froid qui entre comme un animal. Alors tu navigues comme si tu passais dans une ruelle remplie de verres brisés. Mais à l'échelle d'un monde, tu calcules, tu corriges, tu respires trop vite. Et tu découvres un fait qui te donne une sorte de nausée. L'endroit le plus photogénique de cette planète est aussi l'un des plus traîtres. La carte postale est un piège. Et Saturne ajoute sa propre touche. Sa magnétosphère, ses interactions, ses lunes aussi. Tu sens encore des variations, des charges, des perturbations, moins monstrueuses que Jupiter, mais assez pour te rappeler que le cosmos ne fait pas de cadeaux. Tu passes près d'une lune qui, elle, a l'air calme, trop calme. Une sphère orange, enveloppée d'une atmosphère dense. Titan. Tu pourrais presque croire à un monde d'exploration possible, et c'est vrai, Titan a quelque chose de fascinant, presque accueillant à première vue. Mais même ici, l'espace te fait un clin d'œil cruel. L'atmosphère masque.
Elle cache. Elle brouille la vue, et ce que tu ne vois pas devient un danger différent. Le froid est brutal, l'environnement chimique est étrange, et l'idée même de tomber dans un liquide qui n'est pas de l'eau, mais un autre type de mer, te retourne l'estomac. Tu imagines ton équipement s'alourdir, s'engluer, devenir inutile. Tu imagines l'odeur, encore une fois, celle que ton cerveau invente. Carburant, solvant, quelque chose de trop industriel pour être naturel. Tu n'atterris pas encore. Tu continues, parce que l'histoire doit grimper, et tu sens qu'on se rapproche d'une zone où la simple notion de planète va se dissoudre. Plus tu vas vers l'extérieur, plus la lumière du soleil devient une monnaie rare. Les ombres s'allongent. Les températures chutent. Ton véhicule devient une lampe fragile dans un couloir de plus en plus vaste. Et là, un autre type de danger arrive. Le danger de l'éloignement. Sur Terre, si quelque chose casse, tu appelles, tu envoies un message. Tu attends une réponse. Dans l'espace lointain, la distance est une torture psychologique. Chaque minute de communication devient une longueur de corde. L'aide, même si elle existait, arrive trop tard pour l'erreur. Tu es seul avec tes décisions, et c'est dans cet état, un mélange d'émerveillement et de fatigue nerveuse, que tu commences à comprendre que la prochaine étape ne sera pas une planète. Ce sera un endroit où les mots humains perdent leur sens. Parce qu'on s'approche des mondes où la gravité, le froid et la pression ne se contentent plus de te menacer. Ils réécrivent la matière elle-même. Ils transforment des gaz en liquides étranges. Ils créent des océans qui ne sont pas des océans. Ils font de l'air un poison, du froid une lame, de la distance une folie. Et tu le sens? On n'a pas encore atteint le sommet. Le système solaire, jusqu'ici, t'a montré des pièges visibles, la lave, les anneaux, et des pièges invisibles, les radiations. Mais il lui reste le plus sadique. Les endroits où tu crois que rien ne se passe, alors que tout est en train de se préparer. Tu regardes le soleil, si petit maintenant qu'il n'est plus qu'une étoile plus brillante que les autres, et tu as cette pensée glaçante. Tout ce que je connais vient de là. Et pourtant, je suis en train de m'en éloigner comme on s'éloigne, d'un feu de camp pour entrer dans une forêt où il n'y a plus de son. Puis ton détecteur capte une anomalie, pas une radiation, pas un champ, un mouvement, une trajectoire. Quelque chose traverse l'obscurité, à une vitesse qui n'a pas l'air naturelle à l'œil nu, mais qui, dans tes calculs, est parfaite, trop parfaite, comme une flèche, un objet. Petit, dense, peut-être de la roche, peut-être de la glace, peut-être un mélange, un visiteur. Et il ne fait pas partie des planètes, il fait partie des choses qui passent, des choses qui viennent de plus loin. Et à ce moment-là, tu comprends ce que la suite va être. Pas seulement des lieux, des routes, des projectiles, des mondes errants. Des pièges que le système solaire garde en réserve dans ces zones sombres. Tu voudrais faire demi-tour, mais tu es déjà dans l'histoire. L'objet passe et disparaît, avalé par le noir, mais il laisse derrière lui un effet secondaire très humain. Ta gorge est sèche. Tu viens de réaliser quelque chose d'horrible et de simple. L'espace n'est pas seulement un décor, c'est un trafic. Des choses circulent, des pierres, des glaces, des fragments, des reliques. Et contrairement à un océan, tu ne peux pas voir la vague avant qu'elle te frappe. Un caillou gros comme un ongle, lancé à des dizaines de kilomètres par seconde, ne te laisse pas le temps d'avoir peur. Il te laisse juste le temps de te taire. Tu ajustes ta trajectoire, tu serres les dents, et tu te dis « Ok, je vais éviter les grands monstres. Je vais rester loin des planètes géantes. Je vais choisir des zones calmes. » C'est là que le système solaire t'attrape par une idée. Il n'y a pas de calme. Seulement des endroits où le danger est plus lent. Tu replonges vers une région que beaucoup imaginent comme un vide entre Mars et Jupiter. Une sorte de couloir inoffensif. Sur les schémas, c'est un anneau pointillé. Une zone presque décorative. La ceinture d'astéroïdes. Le mot ceinture fait penser à un objet qu'on pourrait voir d'un coup d'œil, comme un ruban de pierre. En réalité, tu pourrais traverser cette région sans voir un seul gros rocher pendant longtemps. Et c'est précisément ça, le piège. Parce que l'ennemi, ici, ce n'est pas le bloc monumental façon film catastrophe. L'ennemi, ce sont les petites choses. La poussière, les éclats, les fragments. Dans l'espace, la poussière n'est pas sale, elle est balistique. Un grain minuscule devient un impacteur. Il frappe, il chauffe, il arrache. Il peut perforer un câble, fissurer un panneau, dérégler une antenne, rien de spectaculaire.
juste une série de petites agressions qui, accumulées, te transforment en machine en panne. Tu traverses des zones où tes capteurs détectent des concentrations plus élevées, des familles de débris, des nuages issus d'anciennes collisions. Et ce qui te tord l'estomac, c'est la pensée du mécanisme. 2 corps se sont percutés ici il y a peut-être très longtemps. Et leur violence n'est pas terminée. Les éclats continuent de tourner, de croiser des trajectoires, de chercher d'autres victimes. La collision est devenue une sorte de maladie chronique du système solaire. Tu vois une pierre passer au loin, lente à l'œil mais rapide en vérité. Elle tourne sur elle-même, irrégulière, comme si quelqu'un l'avait sculptée avec colère. Tu imagines une chose dégoûtante. Si tu t'en approches trop, la gravité est si faible que tu ne marches pas dessus. Tu t'y colles comme un insecte sur un fruit trop mûr. Et le moindre mouvement maladroit t'envoie dans un saut interminable, une dérive ridicule et mortelle. Ici, même tomber est bizarre. Tu crois que le danger est de heurter. Mais non, le danger c'est d'être érodé, d'être gratté, piqué, sablé, comme si tu traversais un couloir où l'air serait remplacé par une pluie de fragments invisibles. Et au milieu de cette traversée, un deuxième twist arrive, plus mental que physique. Tu comprends que l'espace n'a pas besoin de te frapper pour te tuer. Il peut te rendre imprudent, il peut te faire croire que tu as compris, que tu as survécu à la partie difficile, que maintenant tu es compétent. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un nouveau type de danger se présente. Pas une pierre, pas une planète, un fantôme. Tu vois une lueur soudaine sur un écran secondaire, un flash qui ne correspond à aucun moteur, aucune étoile proche. Tes alarmes ne hurlent pas, elles hésitent, comme si elles n'avaient pas de catégorie pour ce qu'elles détectent. Puis tu le comprends. Tu viens d'entrer dans une zone où les particules énergétiques venues du dehors, de très loin, deviennent plus dominantes. Les rayons cosmiques, cette pluie venue de l'espace profond, ne se comportent pas comme un danger local. Ce ne sont pas les caprices d'une planète, c'est un fond permanent, une pression de l'univers, qui augmente à mesure que tu t'éloignes du parapluie solaire et des protections magnétisées. Le soleil, même lointain, t'aidait, il poussait en quelque sorte. Il modelait, mais plus tu t'éloignes, plus le système solaire ressemble à une maison dont tu quittes la lumière du salon pour entrer dans le jardin noir derrière. Et dans le jardin, il y a des choses qui frappent sans demander. Tu pourrais te dire, d'accord, je vais aller vers les planètes extérieures. Au moins, elles sont grandes, elles sont visibles. Je peux planifier. Et tu changes encore de direction, comme un joueur qui croit changer de table pour éviter un adversaire, sans savoir que le casino entier appartient à la même maison. La lumière devient maigre. La chaleur du soleil devient une rumeur. Et devant toi, une planète apparaît comme une bille bleue, presque irréelle, comme si quelqu'un avait posé une gemme dans le noir. Neptune. De loin, elle est splendide. Bleu profond, nuages blancs, une élégance froide. Tu as presque envie de t'en approcher doucement, avec respect, comme on s'approche d'un animal sauvage dans un documentaire. Sauf que Neptune n'est pas un animal. C'est une tempête qui a pris la forme d'un monde. Tu entres dans son voisinage, et tes instruments commencent à traduire l'inimaginable en chiffres. Les vents là-bas ne sont pas des brises, ils sont des couteaux. Des rafales qui peuvent dépasser ce que ton intuition humaine accepte comme possible. Et le plus pervers, c'est qu'ici, il n'y a presque pas de chaleur solaire pour alimenter une météo classique. Pourtant ça bouge, ça hurle, ça accélère. Comme si la planète possédait une colère interne. Comme si elle tirait son énergie d'une source que tu ne vois pas. Tu descends un peu, juste un peu, dans les couches supérieures, et tu sens la planète devenir une leçon d'humiliation. L'atmosphère, composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium avec des traces, qui suffisent à te tuer, n'est pas un endroit où voler. C'est un endroit où être avalé. Les nuages ne sont pas des cotons. Ce sont des formations de gaz et de glace exotiques, des mélanges qui n'ont pas l'odeur de la pluie, mais celle, encore une fois, que ton cerveau invente en panique. Solvant, métal froid, quelque chose de trop pur pour être sain. Et là, un phénomène te frappe. Tu réalises que sur Neptune, tu peux être détruit sans jamais toucher le sol, parce que Neptune n'offre pas de sol facile. Descendre, c'est entrer dans une compression progressive. Le gaz devient plus dense, plus lourd, plus violent. La pression grimpe. Les conditions se transforment. Et quelque part, très bas, ce qui ressemble à un océan n'est pas un océan d'eau, mais un océan de fluides étranges, d'états de matière, où les mots humains deviennent des approximations honteuses. Tu remontes, tu te contentes d'observer, et tu te dis,
Je n'ai pas besoin d'atterrir. Je vais juste passer. Neptune répond avec un sourire glacé. Elle a une lune qui te regarde. Triton. Une boule claire, presque belle, avec des terrains variés, des surfaces qui semblent sculptées. Tu approches et tu remarques quelque chose d'étrange. Des traces, des motifs, comme si quelqu'un avait gratté la surface avec une main géante. Et puis, le twist arrive comme une aiguille. Triton n'est pas une lune normale. Elle se déplace d'une façon qui te fait comprendre qu'elle n'a pas été née ici. Elle ressemble à une capture, un corps venu d'ailleurs, attrapé, enchaîné, forcé à tourner autour de Neptune, et un corps capturé. C'est souvent un corps instable. Tu survoles Triton et tu vois des panaches. Oui, des panaches. Pas de feu comme Io. Des geysers froids. Des éjections sombres. Comme si la surface exhalait de l'encre. Tu imagines des volcans qui ne crachent pas de la lave rouge, mais des matériaux glacés, des jets d'azote ou de composés volatiles. Une activité qui a quelque chose de profondément dérangeant. Un monde qui éternue dans le vide. Et c'est là que ton instinct se retourne. Tu es bien plus loin du soleil. Donc tu t'attendais à ce que tout soit figé, mort, immobile. Mais non. Même ici, il y a du mouvement. Et s'il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Et s'il y a de l'énergie, il y a des surprises. Tu comprends alors l'une des règles les plus cruelles du système solaire. Le froid ne garantit pas la paix. Le froid peut être le masque d'une mécanique encore active. Tu t'éloignes de Neptune et Triton, et tu sens que l'histoire devient plus solitaire. Le décor se vide. Les planètes s'espacent. Le soleil, derrière, ressemble à un phare lointain qui ne réchauffe plus rien. Et c'est là que tu arrives dans une zone où les endroits dangereux ne sont plus seulement des planètes ou des champs, mais des mondes. Minuscules, des royaumes de glace, des objets qui semblent inoffensifs parce qu'ils sont petits. Les planètes naines. Les corps transneptuniens. Les choses qui errent. Tu vises un nom connu, presque mignon dans la culture populaire. Un monde dont on a fait une histoire de statut, de classification, comme si le danger se jouait dans un débat. Pluton. Il apparaît comme une petite sphère pâle, marbrée, avec un contraste étonnant. Tu vois des zones claires et des zones sombres, comme une peau de fruit trop froid. Et plus tu approches, plus tu ressens une sensation étrange. Ce monde a une présence émotionnelle, parce qu'il est au bord, presque hors du système familier, et pourtant il est là, comme une porte entr'ouverte vers autre chose. Le danger de Pluton n'est pas une violence immédiate, c'est une violence lente, une violence de conditions extrêmes. Le froid ici n'est pas seulement glacial, il est chimique. Il gèle des atmosphères, il solidifie des gaz, il fait de certains matériaux des roches, et de certaines roches des pièges cassants. Ton équipement devient fragile. Les lubrifiants se comportent comme du miel congelé. Les métaux se contractent. Les plastiques se rigidifient. La moindre vibration peut provoquer une fissure qui, ailleurs, aurait été une rayure. Et il y a autre chose. Une atmosphère si ténue, si capricieuse, qu'elle peut se comporter comme un souffle intermittent. Tantôt présente, tantôt en train de se déposer, de geler au sol, comme si Pluton respirait une fois, puis retenait son souffle pendant des années. Tu survoles des plaines qui ressemblent à des surfaces lisses, presque jeunes, comme si quelque chose les avait renouvelées. Tu vois des montagnes qui ne sont pas de roches ordinaires, mais probablement de glace dure, de glace qui se comporte comme de la pierre. Et cette idée te fait presque grimacer. Sur Terre, la glace est un symbole de glissade, de surface fragile. Ici, la glace peut être une montagne, un mur. Tu regardes vers Charon, la grande compagne de Pluton, et tu te rends compte que ce duo ne ressemble pas au schéma classique, une planète et sa petite lune. Ça ressemble à un balai serré, une relation presque égale, un système binaire, deux corps qui tournent l'un autour de l'autre comme s'ils refusaient d'être séparés. Et là, ton esprit fabrique un scénario dégoûtant. Si tu te trompes de manœuvre, si tu te retrouves pris dans une trajectoire instable, entre deux gravités faibles mais entremêlées, tu peux dériver longtemps, très longtemps, avec très peu de carburant pour corriger, un piège non pas brutal mais humiliant, la mort par attente. Tu commences à comprendre que plus tu vas loin, plus le danger est mental. La solitude, les durées, le fait que chaque correction coûte cher. Dans ces régions, l'erreur n'est pas punie par une explosion immédiate, mais par un lent effacement. Tu poursuis encore. Tu franchis la zone des objets connus,
et tu entres dans un espace où la densité d'objets peut augmenter de manière sournoise. La ceinture de Kuiper et les régions au-delà, peuplées de corps glacés, de fragments, de mondes sans nom, et là, un danger nouveau se révèle. Le danger de l'inventaire incomplet. Sur Terre, tu sais où sont les montagnes? Sur une planète, tu peux cartographier. Ici, tu navigues dans un environnement où des objets peuvent être trop sombres, trop petits, trop lointains pour être détectés tôt. Tu peux connaître les grandes orbites, les grands ensembles, mais pas chaque caillou. Et dans le noir, un objet non détecté n'est pas un objet neutre. C'est une surprise à grande vitesse. Tu observes un corps lointain, une silhouette faible, il tourne lentement, et son albédo est si bas qu'il avale la lumière. C'est comme regarder une tache d'encre se déplacer sur un velours, et tu ressens un dégoût étrange. L'impression que ces objets sont des déchets cosmiques, des restes de chantier, des matériaux, oubliés, mais qui peuvent te tuer avec la même indifférence qu'une planète. Et puis arrive le moment où l'histoire se resserre, paradoxalement, dans l'immensité. Tu comprends que les comètes, ces visiteurs, mythiques, sont des bombes de poussière et de glace. Pas des bombes qui explosent volontairement, mais des bombes dont la trajectoire traverse des régions, croise des orbites, et laisse, derrière elles, des traînées de particules. Une comète, de près, n'est pas un beau pinceau lumineux. C'est un noyau sale, sombre, irrégulier, qui, lorsqu'il s'approche du Soleil, commence à perdre de la matière. Cette matière devient une queue, une atmosphère temporaire, un halo. Et dans ce halo, il y a des grains. Et ces grains, encore une fois, sont des projectiles. Tu imagines passer trop près d'une comète active. Ce serait comme traverser un nuage de verre pilé à l'échelle cosmique. La beauté de la queue devient un champ de tir minuscule. Et ce qui te donne presque la nausée, c'est l'idée que ces traînées peuvent rester, former des essaims météoritiques. Une comète est une fabrique de pièges, un artiste qui peint avec des fragments mortels. Tu t'éloignes encore, jusqu'à sentir quelque chose de nouveau. Une frontière conceptuelle. À cette distance, le système solaire n'est plus une famille de planètes. C'est une influence. Une zone de gravité qui tient encore des objets, qui les garde en laisse, ou qui les relâche. Et au bout de cette influence, il y a une idée qui fait froid dans le dos. Le nuage d'Oort. Un réservoir hypothétique, immense, d'objets glacés, si loin qu'il devient presque un mythe. Et pourtant, même sans le voir directement, tu ressens sa signification. C'est comme si le système solaire avait un grenier rempli de pierres et que parfois, quelque chose, une perturbation, une étoile qui passe loin, un effet gravitationnel, pouvait en faire tomber une... Et la pierre devient une comète. Et la comète devient un passage dangereux, une menace qui traverse les régions internes. Le twist final de cette partie, c'est cette pensée. Les endroits dangereux ne sont pas toujours là. Parfois, ils sont en attente. Le système solaire a des réserves, des stocks, des pièges différés. Tu regardes encore une fois vers l'intérieur, vers le soleil minuscule, et tu comprends que notre voyage n'a pas seulement été une visite de lieux hostiles, c'est la découverte d'une structure. Un système qui, partout, à toutes les distances, a une façon différente de te rappeler que tu es fragile. Et tu sens que quelque chose manque encore. Parce que, jusqu'ici, on a parlé de pression, de chaleur, de radiation, de projectiles, de froid, de solitude. Mais il reste une catégorie de danger qui surpasse presque toutes les autres, parce qu'elle ne te tue pas seulement, elle te déforme. Un danger où la gravité cesse d'être une force utile et devient une mâchoire. Un danger où un corps céleste peut littéralement te tirer en morceaux, pas par colère, mais par géométrie. Là où l'espace te montre sa face la plus intime, celle qui prend ton intégrité physique et la convertit en débris. Et quand cette idée te traverse, tes mains se crispent sur les commandes sans que tu t'en rendes compte. Parce que tu sais où on va maintenant. Tu sens la gravité avant même de la voir. Pas comme une traction douce, non, comme une intention. Une présence qui commence à influencer tes trajectoires, à te forcer à corriger, à te faire consommer du carburant juste pour rester toi-même. C'est ça, le premier avertissement. Dans certaines zones du système solaire, survivre signifie payer. Payer en énergie, en marge, en option. Et quand tu n'as plus de marge, tu deviens un objet parmi les objets. Ce qui t'attend maintenant n'a pas besoin d'atmosphère, ni de lave, ni d'acide. Il a besoin d'un seul ingrédient. Une gravité extrême, concentrée au point de devenir une mâchoire.
On commence par quelque chose que ton cerveau croit connaître, parce qu'on en a tous vu des images. Une étoile morte, une petite sphère dense, un objet exotique dont on parle souvent avec un ton de science-fiction, une étoile à neutrons. Elle ne fait pas partie de la liste classique des planètes, mais elle appartient au territoire élargi où notre système solaire existe. Parce que la menace, elle, ne respecte pas les frontières pédagogiques. Et surtout, comprendre l'étoile à neutrons, c'est comprendre l'idée la plus dégoûtante de la gravité. La capacité à te réduire à autre chose que toi. Tu t'approches, en imagination, comme on s'approche d'un point sur une carte qu'on ne visitera jamais vraiment. Et pourtant, dans ton esprit, c'est plus réel que beaucoup de choses. Parce qu'une étoile à neutrons, c'est une masse énorme dans un volume ridicule. Imagine une ville compressée dans une bille. Imagine une montagne de matière concentrée dans la taille d'un quartier. Le résultat, c'est une gravité qui ne te tire pas. Elle te tord. Et c'est là qu'arrive l'image qui colle aux dents. Les forces de marée. Plus tu es proche, plus la différence de gravité entre tes pieds et ta tête devient énorme. Tu n'es plus un corps, tu deviens une corde, une patte étirée, un filament. Il existe un terme pour ça, et le terme lui-même est insultant tant il est familier, spaghettification. Comme si ta mort pouvait être décrite par une blague culinaire. Mais la réalité derrière le mot est purement obscène. Ton corps se ferait étirer jusqu'à ce que les liaisons cèdent, que les tissus lâchent, que la matière elle-même se redistribue, pas en morceaux dignes d'un film d'horreur, en une transformation géométrique, une réécriture. Et le twist, c'est que même si tu n'approches pas assez pour être étiré, l'environnement te tue autrement. Radiations extrêmes, champs, magnétiques violents, émissions capables de cuisiner l'électronique, d'ioniser tout ce qui devrait rester stable. Là, le danger n'est plus « je me cogne » ou « je brûle », c'est « je cesse de fonctionner ». Ton cerveau, ton véhicule, ton existence technologique deviennent des choses qui se dégradent au contact d'un voisinage trop intense. Tu recules de cette idée comme on recule d'un gouffre. D'accord, dis-tu. Ça c'est extrême, c'est rare. Ce n'est pas dans le système solaire classique. Très bien, reviens à notre maison. Même ici, même dans notre quartier, il existe un endroit où la gravité, l'orbite et la vitesse se combinent pour former un piège qui n'a pas besoin d'être exotique pour être fatal. La proximité du Soleil. Tu t'attendais à ce que ce soit juste de la chaleur? Mais non. Le Soleil est plus subtil, plus sadique. Ce n'est pas un feu de camp. C'est une usine à particules, un générateur de tempête, un moteur de champ qui peuvent transformer l'espace en piège dynamique. Approcher le Soleil, ce n'est pas seulement faire face à une température croissante, c'est entrer dans un environnement où le vent solaire devient une rivière de projectiles chargés, où les éruptions et les expulsions de masse peuvent envoyer des vagues de particules capables de saturer tes systèmes, d'aveugler tes capteurs, de te forcer à te cacher, derrière ton propre blindage comme derrière une porte trop mince. Et voilà un fait qui rend l'expérience répugnante à imaginer. Quand le soleil se déchaîne, l'espace autour de toi peut se comporter comme un brouillard mortel, pas un brouillard d'eau, un brouillard de radiation, de charges électriques, de perturbations. Tu peux te retrouver dans une situation où l'ennemi n'est pas un endroit, mais un moment. Une fenêtre de quelques heures, où le ciel, littéralement, devient toxique. Et ce moment, tu ne le vois pas venir avec des nuages noirs. Tu le vois avec des chiffres qui montent, puis des alarmes, puis le silence d'un système qui n'a plus assez de stabilité pour te parler. Tu passes près de la couronne solaire en pensée, cette atmosphère externe incroyablement chaude et diffuse, et tu comprends que le soleil est l'exemple parfait du danger cosmique. Il peut te tuer sans te toucher. Il peut te tuer parce qu'il change les règles de l'espace autour de toi. Tu t'éloignes encore. Tu reviens vers un endroit plus connu, plus proche de nous. Parce que dans une liste des lieux les plus dangereux, il y a une ironie que beaucoup oublient. Certains des endroits les plus mortels ne sont pas loin. Ils sont ici, dans notre voisinage immédiat, juste au-dessus de nos têtes. L'orbite terrestre. Tu te tends parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu pensais que le danger c'était là-bas, sur Vénus, sur Jupiter, sur Neptune, mais l'orbite terrestre est devenue un champ où le risque augmente avec chaque objet envoyé. Les débris spatiaux. Ce n'est pas une catastrophe spectaculaire. C'est un héritage, un cimetière en mouvement. Des fragments de fusées, des morceaux de satellites, des éclats issus de collisions passées. Et le vrai cauchemar, c'est que ces débris vont très vite, très, très vite.
Leur vitesse orbitale transforme un morceau de peinture, une vis, une petite plaque, en projectile, et contrairement aux anneaux de Saturne, où tu sais que tu es dans un environnement dense et tu t'en méfies, ici, le danger se cache dans la routine. Dans l'idée que c'est notre espace, on contrôle, ce danger-là est particulièrement tordu, parce qu'il est auto-infligé, une menace créée par l'intelligence humaine, et l'image devient presque dégoûtante. On a sali notre propre seuil. On a rempli le chemin vers les étoiles de tessons invisibles. La porte de sortie est jonchée de verre. Et voici le twist. Ce n'est pas seulement une question d'impact, c'est une question de cascade. Une collision crée des fragments. Ces fragments augmentent la probabilité d'autres collisions. Et l'environnement peut devenir encore plus dangereux, plus saturé, une sorte de réaction en chaîne où le vide se remplit de risques au point de devenir impraticable, un enfer bureaucratique et physique. On ne te tue pas avec un monstre. On te tue avec des morceaux de ton propre progrès. Tu respires. Tu réalises que le système solaire ne te tue pas seulement par ses lois. Il te tue aussi par tes erreurs. Et maintenant, tu sens que la tension doit se résoudre. Pas par une fin heureuse, mais par une compréhension. Parce que tu as traversé des fours, des pressions, des radiations, des champs de projectiles, des froids chimiques, des pièges gravitationnels. Côte des autoroutes invisibles, tu as vu que la beauté et le danger sont souvent la même chose à des échelles différentes. Alors, pour finir, on remonte le fil. On retourne à l'idée qui relie tout. La fragilité humaine face à un monde qui n'a pas été conçu pour nous. Sur Mercure, tu as appris que la proximité du Soleil n'offre pas de compromis. Le jour et la nuit sont deux modes de torture. Sur Vénus, tu as appris qu'un monde semblable peut devenir un enfer par la pression et la chimie, comme un frère qui aurait pris une mauvaise route et aurait verrouillé la porte derrière lui. Autour de Jupiter, tu as appris que la radiation peut être une géographie, que le danger peut être un paysage invisible. Dans les anneaux et les débris, tu as appris que la beauté peut être un champ de tir, et que la poussière peut être un meurtrier. Aux frontières froides, tu as appris que l'éloignement transforme la survie en endurance, et que le noir cache des objets que tu ne peux pas nommer à temps. Et avec la gravité extrême, tu as compris l'ultime leçon. Certaines forces ne te tuent pas, elles te transforment. Et voici le dernier twist, celui que tu n'aimes pas entendre parce qu'il est trop proche de nous. Le système solaire n'est pas dangereux, parce qu'il est malveillant. Il est dangereux parce qu'il est indifférent. Il ne te hait pas, il ne te connaît pas, il ne sait même pas que tu existes. Et c'est ça qui donne la nausée. Parce que sur Terre, on cherche des intentions. Un prédateur, un ennemi, un coupable. Ici, il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des règles, des équilibres, des énergies. Mais c'est aussi là que se cache un sentiment étrange, presque satisfaisant. Et c'est peut-être pour ça que tu es resté jusqu'au bout. Parce que si l'univers est indifférent, alors chaque seconde de survie, chaque pas, chaque orbite, chaque exploration n'est pas un droit, c'est une victoire. Une victoire fragile, construite contre des lois sans visage. Et maintenant, reviens à la première image. La poussière noire sur ta visière. Cette sensation de ça colle, de ça s'accroche. Ce dégoût léger, ce réflexe d'essuyer, d'enlever, tu réalises que ce n'était pas seulement de la poussière, c'était un avertissement. Dans l'espace, tout ce qui te touche laisse une trace. La question, ce n'est pas si tu peux voyager. La question, c'est combien de traces tu peux encaisser avant de te fissurer. Et si tu as aimé ce voyage dans les pièges du système solaire, souviens-toi de ça. Les endroits les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui hurlent. Les plus dangereux sont ceux qui semblent silencieux, beaux, gérables. Jusqu'à l'instant où tu comprends que tu es déjà en train de tomber